mais c'est normal. Allez, RLP 102.3 aujourd'hui avec Jean-Yves Cheveux. Jean-Yves Cheveux de la société Think Logico, l'expert en cybersécurité. Bonjour Jean-Yves, ça va? Bonjour Stéphane, oui. Ça va. Ça va, ça va. Alors, tu viens nous voir aujourd'hui pour nous parler d'un sujet d'actualité qui est assez critique, c'est la cybersécurité, c'est la sécurité sur l'ordinateur, sur l'informatique et autres. Je Mhm. crois que tu as suivi les formations qu'on appelle RCM de la police nationale et que tu es référent Ouais. pour les cybermenaces. Explique-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est quoi ces sigles? En quoi ça consiste? Alors ça consiste, il y a quelques, on va dire un an, voire 2 ans, il y avait une personne qui a décidé de monter un réseau qui s'est directement connecté au ministère de l'Intérieur parce qu'elle s'était rendue compte que les entreprises qui étaient victimes d'actes de cybermalveillance allaient, après avoir subi les attaques, aller voir les commissariats de police ou les gendarmeries pour déposer plainte. Et ils se sont rendus compte au ministère de l'Intérieur que c'était trop tard. Et le tissu économique était gravement attaqué. Et souvent, des entreprises déposaient le bilan suite à une cyberattaque. Donc, ils se sont dit, on va s'appuyer, plutôt que d'envoyer des fonctionnaires de police dans les entreprises, les artisans, etc., il était préférable de s'adresser à des chefs d'entreprise et de monter un réseau pour parler à leurs collègues. Voilà, pour les sensibiliser dans des forums, des CCI, etc. Pour les prévenir, pour dire, voilà, il se passe quelque chose. Et c'est vrai que quand il y a un incendie, une inondation, ça se voit tout de suite, mais quand il y a une attaque cyber, ça ne se voit pas du tout. C'est-à-dire que tout est calme. Et un matin, le chef d'entreprise rentre dans, ou le responsable informatique rentre dans sa société, s'assoit, allume l'ordinateur, et rien ne se passe. Ils ont une attaque cyber. Donc ils ne savent pas quoi faire, à part porter plainte. Donc, le ministère de l'Intérieur s'est dit, tiens, ce serait bien d'envoyer des gens pour sensibiliser les chefs d'entreprise, les employés, pour faire le minimum de choses pour éviter ce genre d'attaque. C'est-à-dire, il y a plein de choses à faire. Voilà. D'accord. Donc toi, tu as suivi ces formations parce qu'il y a eu Voilà, des formation. formations qui ont été mises en place par Oui. l'intérieur, hein, par la police nationale. Et Oui, toi, il y a tu as été eu. contacté, c'est ça? Voilà, et donc je fais partie du réseau qui est rattaché à Lyon. Et donc, avec des collègues, souvent responsables informatiques, chefs d'entreprise, ben, on va à la rencontre d'autres chefs d'entreprise dans des forums, dans des salons, dans des CCI, pour les sensibiliser avec les documentations, etc. Et Ok. on accompagne les chefs d'entreprise, malheureusement, dans leur démarche auprès des autorités pour déposer plainte, pour recueillir les preuves, parce qu'évidemment, il faut retrouver les preuves dans les systèmes informatiques pour aider la police nationale qui sont débordés en ce moment par ce genre d'attaque. Alors, oui, on va commencer à en parler un petit peu. Là, le poids de la cybercriminalité en France, tu as des chiffres, tu as des informations? Les informations, il y a une bonne partie qui est confidentielle, mais on peut dire que bah, dernièrement, la semaine dernière, il y a notre plus grand expert de cybersécurité qui est Thales s'est fait hacker. Donc C'est-à-dire, toutes les qu'est-ce qu'ils lui ont fait? données, bah, ils sont introduits dans leur système et ils ont récupéré toutes les données de leurs clients. Ah, d'accord. Donc, ils ont pris tous les emails, les téléphones, les noms, adresses, etc., quoi. D'accord. Ouais. OK. Et toutes les données des entreprises qui étaient clientes dans le cadre de la cyber. D'accord. Donc Bon. voilà. Après, il y a des Alors, hôpitaux, bien pour que les sûr, des gens mairies. comprennent bien, hein, on parle de cybersécurité et autres, pour bien définir, lorsqu'on Mhm. entend sur France Info qu'un hôpital est attaqué, par exemple, c'est parce que des pirates informatiques, des gens en utilisant des accès le plus souvent sur Internet ou sur site, viennent Mhm. et soit viennent prendre les informations qu'il y a sur les Tout à fait. ordinateurs, les réseaux, Mhm. soit les empêchent de fonctionner. C'est bien ça, hein. Principalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils collectent des informations, donc des données, pour D'accord? Donc, ils savoir quelles volent les données, informations, les datas, les chiffres. voilà, Voilà. cryptent les disques durs. Donc, Donc, en si fait, vous ils voulez, empêchent les gens d'accéder à leurs informations. OK. et demandent une rançon pour débloquer. Alors, dans le cas d'un hôpital, par exemple, c'est dramatique parce que je crois qu'ils ne peuvent plus rien faire après, c'est ça? Absolument rien faire, tous les examens sont bloqués.
Bon, il retourne au papier, au crayon, mais tous les examens, tous les dossiers médicaux sont non seulement copiés et puis revendus sur le dark web, et en plus, l'hôpital est immobilisé parce que les ordinateurs, les serveurs ne sont plus accessibles. Alors, ma question, c'était, est-ce qu'on sait combien il y a d'attaques en France par jour? Est-ce qu'on sait combien d'entreprises sont touchées par ce fléau chaque semaine, chaque mois, chaque année? Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est énorme. C'est énorme. Oui, Et il y a on une entend bonne partie qui est souvent, confidentielle. oui, ben, c'est forcément confidentiel et autres. C'est Mmh. au point d'ailleurs qu'effectivement que l'État a décidé de déléguer à une partie des experts locaux, nationaux, la lutte contre ces piratages. Est-ce que tu as des anecdotes, des exemples dans lesquels tu es intervenu, auxquels tu as assisté de désastres provoqués par des personnes mal intentionnées dans une entreprise ou une structure assez importante? Bah, le village où j'habite, il y a un petit garage. Sa secrétaire a ouvert un email et il a perdu 10 ans de fichiers clients. Donc, pour ses relances commerciales, c'est fini. Après, vous êtes plein d'exemples. Il y a plein d'exemples. Hein. Il y a des sociétés. Il y avait une société qui a fermé, qui doit être de Saint-Étienne, qui faisait de la vente de pièces détachées pour l'électroménager. Suite à une cyberattaque, n'ont pas pu payer la rançon. Donc, la société a liquidé. Donc, plus d'accès au stock, plus d'accès aux clients, plus de factures fournisseurs, plus de factures clients, plus de prospects, plus de devis, plus rien. Et donc, dans la sensibilisation, il y a beaucoup de choses, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, on va dire au début de l'informatique, on va dire un antivirus suffisait. Les gens installaient un antivirus, il était à jour, et c'était fini. Et on va dire maintenant, pratiquement l'antivirus ne sert quasiment plus à rien, puisque les attaques cyber passent par-dessus les antivirus. Donc les gens ne font absolument plus attention. On retrouve des mots de passe sur des post-it accrochés aux écrans. On trouve des armoires de serveurs qui sont ouvertes. On trouve il y a une anecdote pour une société de cyber où ils avaient fait un essai, ils avaient mis une clé USB dans une salle de pause café. Donc, la clé, au bout de la pause café, elle a disparu. Donc, quelqu'un l'a prise et l'a mise sur un PC. Ah, Voilà. et Et bon, très et donc souvent, pour expliquer aux gens, ça veut dire qu'on met une clé USB sur un ordinateur et si jamais elle a été plombée et autres, elle peut lancer un programme et elle peut donner accès, enfin, elle peut démarrer des ouais, actions mal intentionnées. tout à fait, un Le accès. simple fait d'avoir une clé. Oui, alors ça, on le voit aussi. Moi, je m'étais intéressé à ce problème-là, notamment avec Kevin Mitnick, hein, qui fait partie des gens de ma génération au départ, qui étaient les premiers grands hackers et qui a ensuite maintenant travaillé dans la cybersécurité. La majeure partie des problèmes de sécurité et de cybercriminalité viennent en fait de l'humain et non pas de la technologie, c'est-à-dire de mauvaises Oui, pratiques et de mauvaises habitudes. Est-ce que tu confirmes? tout à fait. Tout à fait. C'est souvent on va dire, l'utilisateur qui va ouvrir un email, qui va mettre une clé USB, ou qui va oublier les mots de passe accrochés à son écran, qui va laisser, on va dire, la local archive où il y a les serveurs ouvertes. Donc, ou qui, par exemple, j'ai le cas d'une société de télésurveillance qui avait le système de surveillance est connecté directement au système informatique. Donc, si la société de surveillance se fait hacker, il remonte par le système de surveillance, remonte dans les systèmes informatiques des entreprises. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu des alertes disant que tous ces objets connectés, par exemple, notamment ces caméras sur IP et autres, pouvaient servir de porte d'entrée pour les pirates. Souvent, les gens laissent, on va dire, le login et le mot de passe d'usine. Genre D'accord. admin, Donc, ils laissent admin, jusqu'à. leur caméra accessible sur Internet, il y a ce mot de passe. Ça permet aux gens d'accéder au petit firmware, au petit système d'exploitation de la caméra de surveillance, et de là, ils rentrent dans le réseau interne de la structure, c'est ça? Voilà, tout à fait, par le système Wi-Fi en général. On Mm. a vu des systèmes, on a vu des chargeurs de téléphone qui étaient ni plus ni moins qu'un réseau Wi-Fi caché. Donc, la personne malveillante rentre dans une entreprise, branche ce petit chargeur qui va cacher le réseau Wi-Fi de la société, qui va en copier un et qui va diffuser. Donc, les gens se connectent dessus. En réalité, c'est le réseau pirate et donc les gens se font hacker comme ça. Il y a souvent, ce qui arrive très souvent, et là, c'est gênant, c'est souvent les responsables ou les chefs d'entreprise qui ont très souvent un ordinateur portable sur lequel ils ont accès à tout. Ça va être la comptabilité, la gestion, les stocks, etc.
Donc, ce genre de PC, c'est arrivé dans une entreprise où le PC portable, le mercredi après-midi, c'était son fils qui jouait avec. Donc, il téléchargeait sur cet ordinateur qui avait accès à toute la structure de l'entreprise et qui était disponible. Donc, les gens hackaient ce genre de PC et rentraient absolument dans tout le système informatique, puisqu'il avait, on va dire, le super mot de passe administrateur. Donc, en général, le chef d'entreprise n'a accès à rien dans les sociétés. On leur dit qu'il faut absolument avoir accès à rien du tout pour justement cloisonner. Il faut cloisonner les services, il faut mettre à jour les mots de passe, il faut mettre à jour les logiciels. C'est un gros travail qui est fascinant, qui doit être fait à ce Alors, j'ai niveau-là. devant moi un ouvrage d'un auteur qui s'appelle Kevin Mitnick. Donc, ça s'appelle L'art de l'invisibilité. J'aime bien Mitnick parce que c'était la personne qui était médiatisée quand je faisais mes études, effectivement. J'ai suivi après son parcours et puis il a écrit beaucoup d'ouvrages. Kevin Mitnick avec Robert Vamosi, là, c'est dans une édition de 2019. Donc 3 ans, c'est énorme, mais ça fait rien, ça montre quand même une certaine évolution. Il nous montre que la cybercriminalité, en fait, a énormément progressé. On a parlé un peu des caméras, mais elle a progressé aussi au niveau du matériel qui est utilisé dans les sociétés. Alors, chose qu'on ne sait pas forcément, par exemple, mais en rentrant par cette caméra, en rentrant sur un réseau local, on peut avoir accès à une imprimante. Les imprimantes récentes ont un disque dur. Et donc, on peut avoir accès absolument à tout ce qui a été envoyé à l'imprimante pour la faire imprimer. Oui. Et puis, en mettant l'imprimante à jour, après, lui, il explique qu'on peut même carrément la faire cramer, l'imprimante. Tu as eu des cas comme ça? On t'a expliqué des choses comme ça dans ta formation là? Alors, ce qu'on m'a expliqué, ce qui arrive très souvent, c'est le photocopieur d'entreprise. Le photocopieur dans lequel il y a un disque dur. Donc, il va passer 3 435 000 photocopieurs à stocker sur ces 30-40 gigas tous les documents que l'entreprise a scannés. Et un jour, fin de contrat, le photocopieur est enlevé, on ne sait pas où il part, le disque dur, on ne sait pas où il part, et le photocopieur est en service. Donc, traîne dans la nature, très souvent, un photocopieur avec des gigas et des gigas de données scannées. On a le cas aussi, par exemple, ce qui arrive assez souvent, c'est une entreprise qui est liquidée. Et là, justement, le ministère de l'Intérieur a un gros problème avec les huissiers de justice qui revendent le système informatique avec des datas sur les disques de serveurs qui très souvent n'appartiennent pas à l'entreprise, mais à ses fournisseurs, à ses clients, et qui disparaissent dans la nature. Et les huissiers de justice disent non, on ne va pas s'amuser à ouvrir l'ordinateur, on ne va pas enlever le disque dur. Il y a des gros problématiques comme ça. Et souvent, les gens ils vendent des ordinateurs portables sur le bon coin. L'ordinateur compte, ils vont effacer simplement le disque dur. Et il y a des pirates qui qui rachètent à bas prix ou rachètent les disques durs, rachètent les portables, les ordinateurs, et scannent les disques pour récupérer de la data. Oui, parce Etc., qu'on sait aujourd'hui etc. qu'il y a des programmes qui sont accessibles, c'est pas Oui, très on va pas dire. compliqué, hein, et qui vont Non, aller non, non. analyser les disques durs pour retrouver ce qui a soi-disant été effacé, parce que, bon, pour ceux qui connaissent, en fait, c'est seulement l'index La table des d'écriture qui matières, a été réinitialisé et non pas le contenu lui-même. Donc, en allant lire le tout à contenu, fait. les petites cases de 0 et de 1, une par une, on reconstitue puis on retrouve On retrouve le, toutes les données. les données qu'il y avait avant sur le disque dur. Donc là, en fait, on a parlé beaucoup d'erreurs humaines, de matériel qui est dispersé dans la nature, de mots de passe qui sont trop au bateau, qui sont affichés ici ou là. On Oui, va trop aussi simple. parler maintenant de défaillances technologiques. Est-ce que certaines technologies de logiciels sont plus vulnérables que d'autres? Alors, ce qui arrive souvent, c'est que les gens ne mettent jamais à jour les logiciels. Aussi bien l'OS, quel qu'il soit, n'est pratiquement jamais mis à jour. Au début, un petit peu, les gens, bon, souvent c'est long, c'est contraignant, ils oublient. Ils pensent, on va dire, au logiciel antivirus parce qu'ils klaxonnent, mais tous les logiciels sont jamais mis à jour. Donc, c'est une grosse faille de sécurité. Après, matériel pur et dur, non. C'est rare. Je Non, ne mais alors, vois ce que pas tu viens de vraiment. dire, on va dire très clairement aux gens, les PC Windows, il faut faire les mises à jour, les PC Mac, il faut faire les mises à jour. Tout. En tant qu'expert, on sait que tout ce qui est Windows particulier, ce n'est pas sécurisé.
puisque Non. le code est public sur Windows XP. Le code de Windows XP avait été mis public, avait été utilisé dans la nature en 2003 ou 2004, je crois, et que la branche Oui. familiale de Windows a continué sur ce code-là au lieu de le réécrire. C'est le problème qu'il y avait eu par rapport à Vista et autres, ce qui veut dire que toutes les backdoors et les accès à distance qui sont réservés à l'administration américaine et aux gens de Microsoft sont présents encore sur toutes les versions Windows familiales. Donc déjà, on sait que tout ce qui est version Windows familiale, les accès sont ouverts aux professionnels qui ont connaissance de ces accès, c'est-à-dire ceux qui travaillent chez Microsoft, qui ont travaillé chez Microsoft, qui connaissent des gens qui ont bossé chez Microsoft, qui font partie des services américains, puisque la technologie, quand tu fais des exportations, tu es censé donner des accès à ton gouvernement par rapport aux choses qui sont exportées. Donc, on va dire que les technologies propriétaires, malheureusement de manière intrinsèque, elles, sont plus vulnérables que les technologies libres. Donc, système d'exploitation et autres, très clairement, on va encourager les gens à aller vers des technologies libres, open source, de style FreeBSD, Linux et ce genre de choses. Pour tout ce qui est logiciel, on va parler un petit peu des choses qui sont sur Internet, par exemple WordPress. Alors là, c'est l'exemple typique de quelque chose qui est très, très utilisé sur Internet et qui, au niveau sécurité, est la cible des pirates en cybersécurité. Toi, est-ce que tu as des exemples de sites WordPress qui ont explosé, de données qui ont été prises Je n'ai pas d'exemple parce qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés. Nous, on intervenait plus dans les systèmes de gestion, les sites internet, des choses comme ça. On n'avait pas de retour. Si vous voulez, à la limite, quand un site, on va dire un WordPress qui tombe, pour une entreprise, c'est pas dramatique par rapport à un système de gestion de comptabilité qui tombe. C'est dramatique lorsque le WordPress est hébergé sur le même serveur que le reste des infrastructures. Je sais qu'il y a beaucoup d'admins réseau, d'admins système qui refusent d'héberger des WordPress, des Joomla, des produits comme ça sur les mêmes serveurs que les informations de l'entreprise parce que on passe par le WordPress, on arrive sur l'ordinateur et puis après on va chercher ce qui se passe ailleurs. Puis, en parlant il y a un gros problème avec le cloud. Les gens imaginent que parce que c'est dans le cloud, c'est inattaquable. Et justement, le problème, c'est que souvent les clouds sont américains, donc tout à fait ouverts au gouvernement américain. Faut bien se le marquer quelque part. C'est qu'on fait héberger chez Microsoft, Amazon, etc. On héberge aux États-Unis et le gouvernement américain peut accéder à toutes les données. Et là, l'hébergeur ne peut pas s'y refuser. C'est pas parce que c'est dans le cloud que c'est sécurisé. Voilà, c'est déjà une approche. Mais le site internet, si, il y a eu le cas OVH il y a 2 ans qui avait flambé et c'était dramatique parce que le problème, c'est qu'il y avait à Strasbourg, je crois que c'était à Strasbourg, qui avait brûlé en partie. Il a flambé. Non seulement il a flambé, mais en plus les pompiers sont arrivés avec des lances d'eau et ont balancé de l'eau sur les machines, sur les serveurs. Enfin, ça a été un désastre assez épique. Ouais. Et la problématique, bon, il y a plein de gens qui n'ont pas de sauvegarde. La deuxième problématique, c'est tout le monde cherchait les serveurs, il n'y en avait plus. Donc pour redémarrer, les gens n'avaient pas de serveur pour redémarrer. Pénurie de serveurs. Ce qui peut arriver dans les sociétés, hein, s'ils sont hackés, il faut un serveur propre, ils n'ont pas de serveur. Et souvent, les entreprises n'ont pas de plan de reprise non plus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font l'attaque a lieu, tout est noir, qu'est-ce qu'on fait la première chose? Il faut le marquer. C'est comme une checklist dans un avion. C'est pas au moment où il va s'écraser on invente. Voilà. Et souvent, les entreprises n'ont pas de plan de reprise. On demande aux entreprises, vous avez un plan de reprise d'activité en cas où? Ils nous regardent, non. On a les sauvegardes, vous avez testé les sauvegardes? Ben non, on n'a pas testé les sauvegardes. Vous avez un ordinateur propre dans un coin pour tester les sauvegardes? Non, on n'a pas d'ordinateur. Ils n'ont rien, absolument rien. D'où l'intérêt de la prévention, en fait, et d'agir en amont. La sensibilisation, oui. Et simplement, autour d'une table, prendre un crayon, du papier, dire la première chose à faire. Bon, qu'est-ce qu'on fait la première chose? La deuxième chose, les sauvegardes, comment vous faites, etc. Et ça, c'est jamais fait. Et ça, c'est pas une histoire de coût, parce que beaucoup les entreprises disent oui, ça coûte cher. Non, non, c'est simplement du bon sens. On ferme la porte du local archive, on les sauvegarde, on les fait, on les teste, on évite les mots de passe qui traînent partout, et on a déjà fait un bon moment, un bon travail. Et puis après, on fait les mises à jour, etc., etc. C'est du bon sens. Et de la sensibilisation, les gens n'ouvrent pas tous les emails.
et ne répondent pas aux emails, regardent bien d'où viennent les emails. Quand il y a des demandes d'argent, bien regarder qui demande l'argent, et non pas. Voilà, et c'est simplement ça. Et ça coûte pas cher. Je comprends. Alors, je vois aussi que la sécurité concerne aussi des appareils mobiles. Donc, on s'imagine Internet, on s'imagine le dark web, on s'imagine les ordinateurs, mais on oublie que ça concerne aussi nos iPhones et nos Android. Tu peux nous en parler un peu plus? Là, on n'a pas eu on n'a pas beaucoup d'interventions là-dessus. On a beaucoup d'interventions sur les gens qui se déplacent avec les ordinateurs portables, qui se connectent D'accord. sur des Wi-Fi publics. Et là, on a un gros problème. Il faut mieux que les gens se connectent sur leur téléphone en 5G plutôt que de téléphoner sur le Wi-Fi public de l'hôtel ou du restaurant ou du bar. C'est la première chose. D'accord. Mot de passe, bien sûr, mot de passe un peu durci sur le portable, crypter un peu le disque dur, deux, trois petites choses. Et vraiment segmenter, parce qu'il y a beaucoup de commerciaux qui ont accès, on va dire, en résumé, au catalogue ou éventuellement au stock de l'entreprise, a accès à toute l'entreprise. Et ça, Et aux clients. c'est une porte d'entrée. Et aux clients et tout. Et c'est surtout segmenté. Souvent, dans les entreprises, le responsable informatique a tendance à ouvrir tout. Tout le monde a accès à tout. Comme ça, il est tranquille. Et nous, on dit, il faut plutôt qu'il ferme tout. Et quand quelqu'un demande quelque chose, un accès, oui, pourquoi, pour combien de temps? Et souvent, les responsables informatiques, un accès, souvent, moi j'ai vu dans une société où il y avait un prestataire pour la gestion commerciale qui avait besoin d'un accès de temps en temps pour les mises à jour, tout ça. Et ben l'entreprise, on lui a dit non, non, vous ne faites pas un accès permanent. Vous dites à l'entreprise quand elle intervient et combien de temps. Et on lui ouvre la porte. Combien? Tel jour, à telle heure, pour une durée de tant d'heures, minutes, etc. Et non pas, et c'est vrai que c'est très contraignant parce que tout le temps on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Et c'est la base parce que si le prestataire informatique rentre comme ça, s'il y en a un deuxième qui rentre comme ça, c'est comme une maison, on n'ouvre pas toutes les fenêtres, les portes, on ferme, on ouvre la porte, on ferme la porte. Ah, mais en tant qu'indépendant en informatique, par exemple, quand j'étais en Irlande, j'allais faire une prestation dans une société, que ce soit une grande agence immobilière ou une banque ou une organisation nationale. Il y avait un firewall interne et je ne pouvais pas ouvrir tous les sites que je voulais, y compris depuis l'intérieur de l'organisation. Je venais pour faire mon travail et autres, et j'avais accès à un certain nombre de choses auxquelles je pouvais pas aller. Il y avait un filtrage qui était fait dans les communications du personnel vers l'extérieur, parce qu'on pense à l'extérieur qui rentre à l'intérieur, mais il y a aussi les gens de l'intérieur qui vont ouvrir et déclencher des process à l'extérieur. La sécurité informatique, elle se fait en protection, en firewall pour protéger votre système d'information, mais elle se fait aussi en interne en empêchant certains accès. Voilà, la service comptabilité en général est verrouillée. Oui, bah oui, Et oui, souvent, tout vous à voyez, le fait. chef d'entreprise, il avait un accès à la comptabilité, on lui disait bah, pourquoi faire? Bah, non, vous demandez au comptable, vous fermez. Parce que si vous faites hacker votre poste, surtout la direction. Et très souvent, le chef d'entreprise a accès à tout. Et on dit non, vous accès à rien. C'est surtout pas vous. Donc il Parce que faut vous, séparer, il faut segmenter. Encore un exemple, à une époque, j'avais développé des stations de caisse en Île-de-France, notamment Place d'Italie, aux Halles, enfin tout ce quand on rentrait dans les grandes surfaces en Île-de-France et autres, on prenait des babalous, les chèques cadeaux, ce genre de trucs et tout. C'est moi qui avais développé. Il se trouve que c'est moi qui avais développé ce logiciel qui permettait de faire ça. Et on essayait vraiment d'expliquer aux hôtesses que sur les ordinateurs qui géraient les paiements, les caisses, les fonds de caisse, ce logiciel qui était centralisé là par la société de manière générale, eh ben non, on n'installait pas de jeu, non, on n'installait pas de programme gratuit, non, on n'allait pas jouer sur Internet, parce qu'autrement, il y avait des problèmes, parce qu'on gérait quand même tous les emails des clients, parce qu'il y avait des chèques cadeaux et autres. Donc la sécurité, ça passe effectivement aussi par une sensibilisation du personnel. tout à fait. Et c'est par la porte d'entrée, c'est la porte d'entrée personnelle souvent du système informatique. Donc, il faut tout cloisonner. C'est très contraignant parce que le moindre, la personne qui va accéder à un fichier, souvent c'est interdit, il faut qu'il demande. Et ça coûte pas cher, ça coûte du temps. Et ça, voilà. Il y a un peu de savoir. La plupart des ordinateurs sont démarrés avec les droits administrateurs. Il suffirait déjà de les mettre en droit pour empêcher qu'ils fassent des bêtises, quoi. Voilà. Mais c'est tellement plus simple de mettre tout en droit administrateur, tout roule, il n'y a plus.
Le service informatique, il est tranquille, hein. Il ne bouge plus de son bureau, tout marche, mais le jour où ça claque, tout est claqué, hein. Bon, et toi, Jean-Yves, que j'ai interviewé parce que je te connais depuis quasiment une trentaine d'années, tu avais une société d'informatique, tu as eu plusieurs sociétés d'informatique, tu es un ancien vendeur de composants et de matériel aussi, donc c'est un secteur que tu connais bien. Toi, avec Think Logical et tout, tu interviens, tu fais des formations sur ce sujet. Tout à fait. On a remarqué qu'il y a un gros travail de sensibilisation. Il y a deux choses. À mon avis, il y a un travail de sensibilisation auprès des employés, parce que souvent, on leur fait remarquer pas mal de choses. Et après, je pense qu'il y a un gros travail au niveau de la plan de reprise pour une société. C'est-à-dire, parce que c'est pas tellement s'ils vont se faire attaquer, c'est quand. Ah bah oui, il y a avant, il y a la prévention, il y a Voilà. comment agir pendant que ça se passe et Éviter. comment on redémarre ensuite, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, j'ai tombé chez un chiffre qui m'est tombé tout à l'heure, on parlait de chiffres. Il y a 67% des entreprises sont fait hacker en France. 67%. C'est Donc, ça plus de la laisse moitié. Hein. plus de la moitié. Et le gouvernement a pris conscience parce que le tissu économique se fait démonter par les attaques. C'est Ouais. politique, c'est financier, et Ça veut puis dire c'est qu'on devient récupère plus. les emails, on récupère les informations, on fait du chantage, parfois on arrive à accéder au compte bancaire. Tout à fait. Parce qu'il faut savoir que maintenant, on va dire les pirates, les hackers, c'est des gens très bien organisés. C'est-à-dire qu'ils vont garder une entreprise. À la limite, une entreprise qui a la limite du dépôt de bilan, ça ne les intéresse pas. Parce qu'elles ne pourront jamais payer. Ils regardent la trésorerie. Ils ont tout. Il faut savoir le jour où il y a une attaque, ça fait 6 mois qu'ils sont dans le système. Donc, ils connaissent tout le monde, ils savent tous les comptes d'entreprise, ils savent. À la limite, l'entreprise, sinon, j'ai pas de sous. Non, ils savent très bien ce qu'il y a sur les comptes. Donc, ils demandent la rançon. Il y a souvent, ils débloquent, les gens commencent à payer, ils débloquent une petite partie, ils disent, là, je vous débloque ça. Et ils ont un bon service après-vente. C'est-à-dire qu'en général, ils libèrent tout parce qu'après, ils ont une mauvaise réputation et ça ne marche plus. Voilà. Mais bon, ça, c'est. Voilà. Et ils viennent d'où ces gentils personnages? Il y a des pays Pays de l'Est, Russie, beaucoup les pays de l'Est. Mais c'est très compliqué parce qu'ils travaillent beaucoup par VPN. Mais la Chine, beaucoup viennent de Chine. il y a des Et hackers c'était brésiliens aussi à une époque qui sévissaient beaucoup là, sur le réseau. ouais. Parce que la Chine, c'est un peu particulier. Parce que souvent, ils mettent à genoux les entreprises chinoises rachètent. Souvent, l'argent finit là-bas, donc ils voient qu'une entreprise française s'est fait Donc il n'y a pas dépouiller. de collusion Double entre la effet. cybercriminalité et Oui, l'industrie locale qui va affaiblir un c'est concurrent pour ensuite le take-over, pour ensuite voilà. le prendre. On va dire officiellement non. Ils vont dire tiens, une entreprise a des difficultés. Bon, et après, ils les rachètent. Et Ouais. dernièrement, il y a une chose ici, il y a quelque chose qui avait défrayé la chronique. Ils se sont rendus compte qu'il y avait c'est quelque chose, mais ça attaque absolument tout. Même l'espionnage, etc. Parce que les scanners d'aéroport, les scanners de bagages d'aéroport, il faut savoir que maintenant, une société chinoise remporte tous les marchés en Europe. Tous les scanners d'aéroport sont reliés sur Internet. Donc, ils se sont posé la question, ils commencent à s'affoler parce que qui dit scanner d'aéroport, on sait absolument qui passe dans les aéroports, qu'est-ce qui se passe dans les bagages, et c'est tout collecté en Chine. Reconnaissance faciale. Voilà. Ils se posent la question. Alors, bien sûr, c'est les Françaises qui les représentaient en France, ils disent non, ils ne sont pas connectés. Voilà. La cybersécurité monte jusqu'à l'espionnage industriel, voire la géopolitique. Voilà, Tout à fait. c'était Jean-Yves Cheveux. Il y a moyen de te joindre si jamais les gens ont besoin ou veulent te contacter. Comment ils font? Oui, il y a un site internet. Donc, on a mis en place un site, c'est thinklogical.fr. Alors, Think Logical, Think, il faut parler un petit peu anglais. Voilà, Think, c'est penser, Logical, c'est logique. Donc, THINKLOGICAL. Thinklogical.com ou .fr? .fr. .fr, donc thinklogical.fr. Cette émission aura un podcast YouTube sur ma chaîne YouTube et ce sera marqué dans le commentaire de la vidéo.
Voilà. Et puis de toute façon, le plus important, c'est surtout de se sensibiliser, de changer les comportements, d'avoir des mots de passe qui ne soient pas à 4 chiffres, qui ne soient pas à sa date de naissance, qui ne soient pas… enfin, il faut qu'il y ait des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux, des chiffres, qu'on n'utilise pas toujours le même si possible et qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Voilà. Il y a des petits coffres-forts qui existent, des petits coffres-forts. J'en parle dans mes formations. Il y a des coffres-forts gratuits où voilà, on met ses mots de passe et puis gérer les mots de passe un petit peu parce que ça devient compliqué avec le paquet. Beaucoup de mots de passe. Ouais. Tout à fait. Voilà. Merci Jean-Yves, bonne journée à toi. Merci beaucoup. Merci Stéphane, bonne Au journée. revoir. Au revoir.